Bonjour. Alors, un démographe pour parler de prévention, parce que tout est lié. Peut-être un petit point d'introduction. Il y a eu une récente étude de l'INSEE qui a publié un bilan et qui disait que pour la première fois, le solde naturel de la France était négatif, c'est-à-dire qu'il y avait plus de décès que de naissances. Bon, c'est pas un scoop, hein, la France vieillit, vous êtes bien placés pour le savoir. Là-dedans, la place de la prévention est capitale, puisque qui dit vieillissement dit prévention, bien vieillir, dont on entend parler un petit peu à longueur de temps depuis quelques années. Alors d'un côté, on a l'impression que le gouvernement prend de plus en plus ça en compte, c'est-à-dire la prévention, à la fois pour mieux vieillir, mais aussi pour faire des économies, on va pas se mentir. De l'autre, on a l'impression que ça patine un petit peu. Vous avez peut-être entendu tous parler de ICOP, le modèle ICOP qui permet de repérer les fragilités, mais en même temps, ICOP peine un petit peu à se déployer, l'articulation avec le sanitaire se fait pas vraiment. Et plus globalement, vous, de votre place de démographe, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur où on en est et pourquoi on met autant de temps en France à faire monter cette prévention? C'est assez large, hein, mais oui. Ça va être une discussion du coup. Vous m'entendez? Ça marche bien? Oui, merci Claire pour ces questions. Alors d'abord, je vais juste un peu préciser cette place de démographe. C'est vrai que je suis démographe, ça fait partie de mes titres et de ma vie professionnelle, mais je suis surtout un directeur de recherche émérite. C'est-à-dire que j'ai une grande expérience à l'INSERM, qui n'est pas vraiment un institut de démographie, mais plutôt de santé publique et de recherche médicale. Donc en fait, j'ai beaucoup de flèches à mon arc. Je suis quand même un spécialiste des populations, et en particulier, je dirais, si je dois résumer ma carrière par 2 faits d'armes, c'est moi qui ai mis au point les calculs d'espérance de vie sans incapacité ou en bonne santé. Donc on est au cœur de la longévité en bonne santé. Et puis, j'ai été le validateur, le découvreur de Jeanne Calment, la dame qui a vécu plus de 122 ans. Donc, les questions de longévité, de qualité de vie sont vraiment au cœur de mes pratiques. Alors, suite à nos discussions avec Claire pour préparer ce débat, je vous ai amené 3 diapositives. Donc, si on peut les passer maintenant. J'imagine qu'il y a un gros bouton vert. Voilà, ça marche. Donc incroyable. On va s'arrêter sur la première. Alors je suis désolé si vous ne voyez pas. En fait, ce sont des chiffres qui permettent de contraster la situation en 1946 à la situation d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est un mélange de 2024, de 2025, parce que les tout derniers chiffres de l'INSEE sont tombés il y a quelques jours, mais ils ne sont pas complets. Donc l'espérance de vie à 65 ans en 2025, personne ne la connaît. Elle n'a pas encore été communiquée par l'INSEE. Et donc, pourquoi 1946 ? C'est parce qu'en fait, en 1946, au lendemain de la guerre, qui a été vraiment... ça a fait table rase de tout ce qui existait. Les vainqueurs ou les survivants de la guerre ont décidé de rebâtir la France et ont mis en place vraiment toute une architecture qui continue à fonctionner aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé. Et ça fait exactement 80 ans. Il y a 80 ans, on a mis en place une architecture, et en particulier dans cette architecture, en 1946, c'est pour ça que j'ai choisi cette date, il y a la création de la sécurité sociale et de toutes ses branches. Alors, on pourrait parler de la branche retraite, on peut parler de la branche santé, ou de, peu importe, le CNSA, qui est une branche, la 5e, qui est arrivée tardivement. Simplement, ce qu'il faut savoir, et ces chiffres, finalement, il faut mettre de la couleur derrière ces chiffres. Hein. Vous voyez, ces chiffres, ils sont... Faites-les parler, ces chiffres. Ils sont un petit peu en noir et blanc. Vous voyez qu'en 1946, donc quand on met en place la retraite à 65 ans en France, en fait, c'est la valeur de l'espérance de vie à la naissance des femmes. On met la retraite à 65 ans alors que l'espérance de vie est de 65 ans chez les femmes et que l'espérance de vie est de 60 ans chez les hommes. Et si j'ai choisi 1946 et pas 1945, c'est parce qu'il y a eu un bond d'espérance de vie entre 45 et 46. Ça aurait été encore plus spectaculaire de voir que finalement l'âge de départ à la retraite était au-delà de l'espérance de vie. Mais on voit bien qu'en moyennant,
on doit être sur une espérance de vie moyenne des hommes et des femmes de 62 ans et demi quand on met en place une retraite qui démarre à 65 ans. Alors c'est un peu facile de dire ça parce que dans la réalité des chiffres, ceux qui survivent à 65 ans, il y en a quand même qui survivent à 65 ans. Par exemple, vous voyez, 68% des femmes survivent à 65 ans ou 57% des hommes. L'espérance de vie des femmes à 65 ans, donc lorsqu'elles peuvent partir à la retraite, est de 14 ans. Donc elles ne sont pas très nombreuses, mais elles ont quand même 14 ans d'espérance de vie. Les hommes, qui sont 57%, ont 12 ans d'espérance de vie. Et puis si on continue, on voit que pratiquement personne, quand même, 16% des femmes survivent à 85 ans, 9% des hommes, et on voit que les espérances de vie sont vraiment faibles. Elles sont de 4 ans chez les femmes à 85 ans et de moins de 4 ans chez les hommes. Aujourd'hui, quand on passe en 2024 ou 2025, eh bien, l'espérance de vie est supérieure de 85 ans chez les femmes et de 80 ans chez les hommes. Donc des deux côtés, on a gagné 20 ans d'espérance de vie. On a gagné vraiment 20 ans d'espérance de vie. C'est un quart de notre durée de vie, alors que, je ne sais pas, l'homme existe depuis 10 000 ans sur Terre. Donc vous voyez qu'au cours des 80 dernières années, on a fait une progression absolument fantastique. Et puis, je vais m'arrêter. Pourtant, ce que vous disiez, c'est que le système n'a pas changé, l'architecture est voilà, toujours la même. L'architecture n'a pas changé, et c'est Malgré ce là-dessus changement. qu'on avait parlé, c'est-à-dire qu'en fait, et vous imaginez, il faut essayer de mettre des couleurs derrière ça, que si les femmes ne vivaient que jusqu'à 65 ans et les hommes que jusqu'à 60 ans en moyenne, c'est parce que la population était en mauvaise santé et la population était pauvre. Alors cette mauvaise santé commençait par une forte mortalité infantile, une très forte mortalité précoce, prématurée, aux âges jeunes, en particulier chez les hommes, qui explique cette différence. Et puis, si ces gens mouraient si tôt, ils mouraient de maladies. Ils ne mouraient pas uniquement d'accidents ou de violences, ils mouraient surtout de maladies. Les maladies de l'époque, c'est encore beaucoup des maladies infectieuses, des maladies qui ont disparu. Aujourd'hui, vous voyez, j'essaye de mettre un peu des couleurs. La montée des maladies chroniques liées au vieillissement, c'est plutôt dans les années 70, donc c'est 20 ans, c'est 20 ans plus tard. Et puis, s'ils meurent de ces maladies, qui sont vaincues aujourd'hui, elles n'existent plus, on les a éliminées, ces maladies. C'est parce que la population est pauvre. La population est pauvre et n'a pas les moyens de consulter et de se faire soigner. Et il n'y a pas beaucoup de médecins. De toute façon, c'est une question d'offre et de demande. Les gens n'ont pas d'argent, donc de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'offres non plus médicales. Et c'est la même chose pour toutes les structures de soins. Donc, ce qui a été décidé par la résistance, en fait, ceux qui sont issus de la résistance, ça a été de donner à l'ensemble des Français les moyens de se soigner, d'être soignés à partir du moment où ils étaient malades. Ça, c'était l'urgence de l'époque. Et donc, toute la sécurité sociale a été basée sur ce principe. C'est de ça qu'on a discuté, a été basée sur ce principe. Il faut que le risque soit réalisé. À partir du moment où le risque assuré est réalisé, alors se met en branle tout le système des assurances sociales en France. Il faut être malade. À partir du moment où on est malade, on va pouvoir être soigné gratuitement, avoir accès aux médicaments relativement gratuitement. À partir du moment où on est au chômage, on va avoir une assurance chômage. À partir du moment où on a des enfants, on aura des soutiens de la caisse d'allocation familiale. Tout est basé sur la réalisation d'un risque. C'est comme si vous voulez, s'il y avait des assureurs dans la place, ici, dans la place, ils diraient mais ce système est complètement fou parce qu'en fait, on ne prévient pas la survenue du risque, on ne fait que couvrir le risque une fois qu'il est survenu. Et la seule chose qu'on peut faire dans ce cadre-là, c'est de faire en sorte que la réponse, comment on soigne les gens malades, coûte le moins cher possible. C'est uniquement, mais on ne cherche jamais à prévenir. Et en fait, ce que je veux vous expliquer ici, c'est que la prévention, la démarche de prévention, c'est-à-dire faire en sorte que le risque n'apparaisse pas, diminuer le risque, n'est pas dans l'architecture. Et donc, sur cette architecture, qui est de soigner les gens malades,
on a mis en place un système absolument fantastique. Aujourd'hui, on dépense des milliards tous les ans. Il y a des millions de personnes qui travaillent pour ce secteur. C'est en fait l'ensemble, il faut vraiment prendre en compte l'ensemble du secteur, c'est-à-dire tout ce secteur de l'enseignement supérieur qui forme des médecins, qui forme des infirmières, l'ensemble de la recherche, tous ces métiers qui tournent autour du soin, des métiers qui sont, que ce soit dans le diagnostic, que ce soit dans le soin, que ce soit l'industrie pharmaceutique, leurs relations avec l'État, tout est construit depuis 80 ans. On affine un système qui est conçu autour de curatifs, hein, c'est-à-dire essayer de guérir les gens qui sont malades et à moindre coût, en diminuant les coûts si c'est possible. Alors que depuis des années, parce qu'en fait on le sait depuis des années qu'il faudrait prévenir. Alors comment insérer la prévention dans le système ? Voilà, c'est toute la question et c'est bien le débat, parce que c'est un débat, je n'ai pas plus d'idées que vous. Comment pourrait-on faire pour effectivement mettre en place une prévention, c'est-à-dire financer une prévention. Tout à l'heure, hein, vous aviez des discussions sur ça ne sert à rien d'avoir des idées si on ne les finance pas. Comment pourrait-on financer une prévention alors qu'aujourd'hui, on dépense des milliards, on fait vivre des millions de personnes qui sont dans le secteur du care, du curatif, et qu'il faudrait, à côté de ça, comment on fait ? Est-ce qu'on leur dit c'est fini, tous ceux qui émargent d'une façon ou d'une autre de la sécurité sociale, que ce soit des gens qui travaillent à l'hôpital, que ce soit des médecins en ville, peu importe. Les soignants peuvent être mis à contribution, parce que je sais qu'il y a par exemple dans la fameuse coupe Pathos qu'on attend depuis des lunes, la nouvelle coupe Pathos, il y en a qui disent voilà, il faudrait récompenser la prévention dans les coupes. Ça, c'est quelque chose que les soignants, par exemple en EHPAD, pourraient. Oui, mais ils seraient pas inutiles, ils pourraient avoir leur place aussi là-dedans. Oui, mais c'est toujours le discours qui est tenu, je suis désolé, mais en même temps que ce soit les étudiants en médecine ou les infirmières, disent au cours de notre scolarité, on a eu 2 heures, une journée d'enseignement tournée vers la prévention. Tout le reste était vers le soin. On nous apprend à soigner, on nous apprend à poser des diagnostics. Toutes les structures, que ce soit le bâti, les hôpitaux, en fait, on ne sait pas, personne ne pouvait imaginer en 1946 ce que serait le système de santé aujourd'hui, qui a grossi, qui s'est complexifié d'une façon extraordinaire. On ne sait absolument pas si on avait fait le choix, non pas de lutter contre le risque réalisé, mais de prévenir le risque, de faire en sorte que le risque soit limité. On ne sait pas du tout quel type d'enseignement, quel type d'éducation on aurait mis en place, quel type de diplôme existerait aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait des médecins ? Est-ce qu'on aurait des pharmaciens ? Est-ce qu'on aurait des infirmières ? Ou est-ce qu'on aurait plutôt financé sur fonds d'État, un peu comme la Sécu, des gens qui s'occupent des coachs de la vie finalement, des gens qui voilà, autour de la nourriture ou j'en sais rien, ou de l'activité physique ou autre. Hein, mais alors, est-ce que c'est des vœux pieux ? Est-ce que ICOP, ce genre de système, c'est des cautères sur une jambe de bois, ou est-ce qu'il faut une vraie révolution, ou est-ce que ces petites touches peuvent permettre d'intégrer un petit peu plus quand même de prévention ? Alors, ou est-ce que ça sert à rien ? Voilà, moi j'ai une réponse pour l'instant et j'avais cette toute dernière slide, mais on ne la passera pas. C'est pas dans les trois, qui est de dire, vu l'urgence de la situation, il faut faire feu de. Non, elle est un peu plus loin. Il faut faire. Je navigue dans vos slides. C'est très loin. Allez-y à toute vitesse. Je suis désolé. En fait, vous n'en avez passé aucune. Non, je n'en ai passé aucune, mais c'était. Allez-y, continuez à parler. Non, allez-y, ça va. On va y arriver quand même. On va y arriver. Je vous dirais stop ou de marche arrière. C'est juste celle d'avant, je dis au revoir. Ah, c'est en anglais. Oui, là c'était en anglais. Allez, voilà. Alors ça c'était des questions effectivement, mais ça c'était voilà. Ah oui. Et ça commençait là, voilà, avant de faire retourner d'une case si vous voulez, reculer d'un coup. Avant de faire feu de tout bois, je posais la question qui va prendre en charge les personnes âgées de demain. Et il y avait 3 possibilités. Mais ma réponse, c'est de toute façon, vu la quantité de travail à faire, vu les ratios entre les populations qui vont pouvoir aider
contribuer finalement aux soins, parce que là on est dans la partie soins des personnes très âgées. J'ai dit on n'a pas le choix, il faudra utiliser et les robots et les travailleurs du soin et les familles, et chacun va devoir contribuer, et vouloir opposer robots, care workers ou les familles, c'est perdre son temps aujourd'hui. Donc la suivante, s'il vous plaît, c'était pour arriver. Donc oui, non, j'ai ce type de réponse, il faut faire feu de tout bois. Donc bien sûr, on peut agir sur les individus, mais agir sur les individus au niveau individuel, c'est ce que propose de faire ICOP, en développant finalement les connaissances sur la santé. Ça revient à essayer d'améliorer nos systèmes d'éducation, de mieux former les gens, de mieux leur enseigner. Je ne sais pas, de faire en sorte que quand on sort de l'école ou de l'université, on sait un peu mieux à propos de sa santé et ce qu'il faut faire, et qu'on a un peu mieux compris que sa santé est un capital et qu'on va vivre très longtemps, et que comme tout capital, on va l'entretenir. Moi, je crois qu'en général, si on a 20 ans et on a la chance d'hériter de la maison de sa grand-mère, on ne va pas la laisser pourrir. En général, on va la faire fructifier, on va l'entretenir. Bon, sa santé, c'est un peu la même chose. Donc oui, il faut sûrement agir sur les individus, c'est ce que propose ICOP. Maintenant, ce que je dis là, c'est extrêmement banal, hein. Il faut augmenter les connaissances des gens dans le champ de la santé. Je crois qu'on fait ça depuis 20 ans, 30 ans ou 50 ans, et ça n'a pas l'air de fonctionner très très bien. Donc c'est compliqué. Oui, vous voyez, c'est écrit là, il ne faut pas fumer, il faut boire modérément, il ne faut pas être sédentaire, il faut faire du sport ou des choses comme ça, il faut bien manger. Bon. Oui, mais peut-être une meilleure structuration de la prévention. Je crois que la CNSA elle-même, l'année dernière, elle disait ça manque d'une structuration au niveau national. Donc, dire aux gens, oui, alors ne fumez pas, voilà, non, mais c'est comment la question. c'est pris en main? La question a été posée, c'est est-ce que vous êtes prêt à payer les gens pour qu'ils ne fument pas, ou prêt à payer les gens pour qu'ils aillent faire du sport ou qu'ils mangent correctement? C'est vraiment... Après avoir payé les directeurs pour l'évaluation. Alors. Voilà, c'est exactement ça. Et alors, par contre, effectivement, peut-être, et vous voyez que comme il faut faire feu de tout bois, il faut aussi agir sur l'environnement, et ça, c'est sûrement plus à la mesure des pouvoirs publics. On sait très bien que, en fait, quand on calcule, vous savez, quand on fait des calculs d'espérance de vie, on a pris l'habitude en France d'opposer l'espérance de vie des ouvriers à l'espérance de vie des cadres ou des instituteurs, et qu'on a des différences de 5 à 7 ans et que ça ne diminue pas vraiment. Mais en fait, l'INSEE a aussi fait des calculs où cette fois-ci, au lieu de prendre le métier des gens, ils ont pris le niveau de revenus. Et ils opposent comme ça l'ensemble des Français en fonction, par vintiles, c'est-à-dire est-ce que vous faites partie des 5% les plus pauvres jusqu'aux 5% les plus riches. Et quand on fait ça, on s'aperçoit que les 5% les plus pauvres ont une espérance de vie de 14 à 15 ans plus longue que les 5% les plus pauvres. Et après, quand on a ce critère de pauvreté, c'est beaucoup plus facile de le relier sur le territoire, alors que des métiers, il y en a à peu près partout. Et on voit qu'effectivement, les gens qui sont les plus riches vivent dans des quartiers, par exemple, qui sont complètement dépollués. Ils vivent dans des quartiers où il y a des bois, où c'est agréable. On peut se déplacer en grande sécurité, on peut se promener, on peut faire du sport, etc. Alors que les gens les plus pauvres vivent dans des quartiers qui sont complètement pourris. Donc ça, c'est à la mesure des pouvoirs publics, parce que là, on n'est plus au niveau individuel, mais on est au niveau du territoire. Et puis de l'autre côté, j'ai terminé sur ces deux choses, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose, on ne sait pas faire grand-chose, mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas, on sait tous quelque part qu'il faut avoir les modes de vie qui sont le plus favorables à la santé, on les connaît tous, ça ne sert à rien de le répéter. Mais à côté de ça, il faut aussi faire des recherches. Ça me semble très important. Et il faut développer des recherches dans deux dimensions, dans les gérosciences, qui est quelque chose de nouveau. Et les gérosciences visent non pas à cibler une maladie en particulier, comme l'a fait la médecine jusqu'à présent, mais à viser le vieillissement en général.
c'est-à-dire qu'effectivement de faire en sorte de lutter contre le vieillissement, de ralentir le vieillissement et dans ses formes les plus lointaines, parce que pour l'instant on ne sait pas le faire, sauf peut-être chez les souris, c'est arriver à prolonger la vie des gens en bonne santé. Donc ça c'est pour la partie biologique, les gérosciences, et puis à côté de ça il y a aussi toute une partie du côté des ingénieurs qui mettent de plus en plus au point des organes qui sont à la limite, mais d'ailleurs pas à la limite, qui sont en règle générale plus performants que nos propres organes. Et si vous avez la malchance ou la chance qu'on doit vous mettre, alors vous avez fumé toute votre vie et bu de façon pas du tout modérée, mais on doit changer votre cœur, ou il y a toutes les chances qu'on vous mette un cœur à 60 ans ou à 65 ans qui soit bien plus efficace que le cœur d'un jeune sportif de 40 ans. En avant d'en arriver là, est-ce que vous avez des commentaires ou des questions qui vous viennent? La démonstration était claire. Merci, Monsieur Robin. Ah, pardon, il y a des questions? Excusez-moi, je n'ai pas vu le bras se lever. Pardon, monsieur. Allô, oui. Oui, bonjour, Emmanuel Chignon, je suis directeur d'EHPAD. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à bien poser ma question, je vais essayer d'être clair. Là, vous proposez pas mal de pistes de réflexion pour allonger, je dirais, notre espérance de vie en bonne santé. C'est très bien, mais est-ce que, en tant que démographe, vous avez des chiffres qui permettent de dire que, en faisant ça, on pourra aussi réduire le temps de vie en mauvaise santé avec une perte d'autonomie fortement dégradée? Parce qu'en fait, ce qui nous arrive devant nous, avec ce tsunami démographique, là, comme on dit souvent, c'est la capacité à prendre en charge, accompagner toutes ces personnes qui seront en grande perte d'autonomie. Donc ça, c'est très bien, mais est-ce qu'on a des études qui permettent justement de mesurer ça ? Que tous ces indicateurs de prévention permettront de réduire ces périodes de vie en grande perte d'autonomie. Je ne sais pas si je suis clair. Vous êtes très très clair. Ah, merci. Ça me fait plaisir. Oui, on a les instruments adéquats, mais les instruments adéquats, malheureusement, ne disent pas ce que vous espérez ou ce qu'on espérait tous. En fait, il s'agit des calculs d'espérance de vie en bonne santé ou sans incapacité ou sans fragilité, enfin tout ce que vous voulez. Qu'on sait calculer aujourd'hui, et on a des données pour ça, qu'on calcule en parallèle ou en même temps que l'espérance de vie totale. Et ça permet finalement d'avoir 4 indicateurs, qui est l'espérance de vie, combien de temps on vit, donc elle a tendance à s'allonger, combien de temps on vit en bonne santé, sans incapacité, tout ce que vous voulez, et combien de temps on vit en mauvaise santé, et quel est le rapport des deux ou des 3, si vous voulez. Et quelle est la part de l'espérance de vie totale qui se passe en bonne santé et quelle est la part qui se passe en mauvaise santé. Et donc, ça fait très longtemps que ces calculs existent. Malheureusement, c'est pareil, ça coûte de l'argent pour mettre en place des systèmes de collecte de données qui permettraient de les calculer très régulièrement. Nous, on a un état civil qui a été mis en place par François Ier, on sait tout ça, donc au XVIe siècle, et qui tourne merveilleusement bien. Il y a 35 000 communes en France, ça veut dire qu'on a 35 000 officiers d'état civil, on les paye, donc c'est un système qui coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, on devrait le créer, on ne le créerait sûrement pas, mais il tourne très très bien et il nous permet de calculer cette espérance de vie totale qu'on a effectivement tous les ans. On a un nombre de détails très important. On n'arrive pas, on rame pour avoir des moyens de doubler cet état civil par un observatoire permanent, une observation permanente de l'état de santé de la population française qui permettrait d'avoir des calculs très très fiables, donc les calculs on les a mais ils ne sont pas très fiables, d'espérance de vie sans incapacité, d'espérance de vie avec incapacité et le ratio entre les deux. Alors il y a 3 grandes théories qui correspondent à ce que vous avez dit. Il y a la compression de la morbidité, c'est si l'espérance de vie en bonne santé croît plus vite que l'espérance de vie totale, donc ça vient comprimer la vie en mauvaise santé. Il y a l'opposé qui est la pandémie des incapacités, des démences séniles, c'est-à-dire c'est l'espérance de vie en mauvaise santé qui croît plus vite que l'espérance de vie totale. Et puis il y a ce qu'on observe quand même la plupart du temps aujourd'hui, ce qu'on a appelé l'équilibre dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, l'espérance de vie totale augmente
en proportion de l'espérance de vie sans incapacité et aussi en proportion, tout augmente en même proportion. C'est-à-dire que le ratio ne change pas. Et en France, le ratio, il donne aujourd'hui la valeur de 80%. Il y a 20 ans, c'était la même chose. 80% des années étaient vécues en bonne santé et aujourd'hui, à peu près 80% des années sont vécues en bonne santé, ce qui veut dire qu'on allonge proportionnellement de la même façon la durée de vie en mauvaise santé. Et je vous renvoie à l'étude de la DREES qui est sortie il y a quelques jours, nouvelle étude de la DREES sur l'espérance de vie à partir de 60 ans notamment en bonne santé. Autre remarque, autre question? Non. Ben, merci cette fois, pour de bon.